Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos, avec cette semaine le dernier A380 qui sort bientôt d'usine, l'aviation électrique qui progresse avec Wright Electric, le système de défense solaire de nouvelle génération qui est déployé, le robot martien qui a réussi sa collecte d'échantillons, mais on commence par l'Inde qui a choisi les avions de transport CASA 295 pour remplacer ces vieux Avro HS 748 qui datent des années 60. Le CASA 295, c'est un avion de transport tactique de taille intermédiaire qui est capable de transporter jusqu'à 9 tonnes de fret, ou alors 73 passagers, ou alors 48 parachutistes. Il est entré en service au début des années 2000 et il est utilisé par quasiment une vingtaine de pays dans ses différentes versions, et c'est une évolution du CN 235 qui est un petit peu plus petit et qui pour sa part date des années 80. Là, ce qui a été acheté, c'est la version MW, qui est la dernière génération, avec des moteurs plus efficaces et avec ses winglets qui permettent de réduire la consommation de carburant. Il y en aura 16 qui vont être assemblés en Espagne, puis 40 qui vont être assemblés en Inde grâce à un accord qui a été conclu entre le groupe Tata et Airbus. Il y a également de nombreux systèmes qui sont produits localement qui vont être intégrés, notamment les systèmes d'autoprotection, les systèmes de guerre électronique, et le choix de l'armée de l'air indienne s'est porté sur le CASA 295 pour des questions simplement qui répondent aux exigences d'aujourd'hui en termes de vitesse, de disponibilité, de coût du MRO, de sa consommation, ce qui est un très bon signe également pour remplacer quasiment la centaine d'Antonov 32 et d'Ilyushin 76 qui sont également en possession de l'armée de l'air indienne et qui sont en train d'arriver petit à petit au bout du rouleau. L'acquisition de ces CASA permet notamment de renforcer et de compléter la flotte d'Hercule C-130 et surtout l'énorme C-17 que possède également l'armée de l'air indienne, et il est particulièrement adapté pour le secours aux populations en cas de catastrophe naturelle. Il y a eu des reproches récemment en Inde sur ces problématiques-là. Il est très adapté également en cas de conflit avec la Chine, puisque tactiquement il est facile à mettre en œuvre, il décolle de pistes qui sont relativement plus courtes que les nombreux autres avions avec lesquels il se trouvait, il a une autonomie plus importante, ce qui veut dire que dans certains cas il peut aller sur un terrain, déposer des gens et repartir sans même avoir besoin d'avoir du carburant à destination, ce qui est un problème également la logistique sur les terrains qui peuvent être très éloignés, notamment dans l'Himalaya, sur la frontière avec la Chine. On passe dans le civil avec Emirates qui va bientôt recevoir en novembre son dernier Airbus A380, notre avion fétiche, et c'est même le troisième et dernier A380 qui est livré en 2021, ce qui va accroître la flotte pour atteindre 118 appareils pour la flotte d'Emirates. Il y a tous les équipements habituels, c'est-à-dire pour la première, la suite privée avec la douche et le spa, il y a les sièges full flat et le bar lounge pour la classe affaires, et les livraisons sont accélérées pour avoir plus de cette économie premium qui se remplit particulièrement bien, qui est très demandée, qui est très appréciée, et donc ça permet en fait de mieux remplir ces avions, tandis que les anciens A380 vont être petit à petit rétrofités, améliorés pour atteindre également ce standard, avec plus d'éco-premium qui a priori est en train de devenir une vache à lait pour toutes les compagnies aériennes, parce que c'est quelque chose qui coûte pas aussi cher que la business, ça se remplit bien, c'est très rentable, ça prend pas autant de place qu'une business classique, et de l'autre côté, par exemple les professionnels qui vont se déplacer, ça leur donne quand même un standing qui est supérieur à ce qu'on peut avoir en classe éco, avec plus de confort, avec des prises électriques, avec pas mal de choses qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. À partir du mois d'octobre, la 380 d'Emirates va desservir 12 destinations, ce qui peut paraître très ambitieux, puisque vu la demande aujourd'hui qui est quand même relativement faible, on peut se dire qu'ils vont pas réellement réussir à remplir cet avion. Néanmoins, faut pas oublier que la 380, il est aussi capable de transporter 50 tonnes de fret dans ses soutes, ce qui est absolument colossal, et le fret, ça a été aussi la bouée de sauvetage de beaucoup de compagnies, mais surtout d'Emirates, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où ils ont moins mal vécu la crise que beaucoup d'autres compagnies avec lesquelles ils étaient en concurrence. En plus, la 380, il attire, on l'aime, et donc ça va continuer à attirer des gens de ce côté-là également. On va toujours dans le civil avec Wright Electric qui avance sur son moteur pour son avion électrique de 186 sièges qui devrait être capable de réaliser des trajets de 560 km dans un premier temps, c'est-à-dire typiquement Paris-Londres, Paris-Toulouse, Paris-Genève, Paris-Francfort, et il doit sortir autour de 2030, plutôt 2032, avec le concept des batteries changeables, c'est-à-dire qu'une fois que l'avion se pose, on va simplement enlever le bloc batterie et en mettre un autre, c'est-à-dire qu'en quelques dizaines de minutes, l'avion est prêt à repartir. Apparemment, ce sera même plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui avec les avions classiques, c'est-à-dire en mettant du carburant. Aujourd'hui, on vient de passer une nouvelle étape dans le développement de cet avion avec le groupe motopropulseur électrique de 2 MW, c'est-à-dire 2700 chevaux, avec un rapport poids-puissance de 10 kW par kilo, et l'objectif, c'est d'avoir 10 moteurs qui vont être placés dans l'épaisseur de l'aile pour atteindre les 20 MW qui sont équivalents à la poussée d'un A320 grâce à la propulsion distribuée dont j'ai déjà parlé, avec des études très poussées de l'ONERA sur ce sujet. Donc là, il s'agit très clairement du moteur le plus puissant qui est en cours de développement, avec cette technologie à aimant permanent, et ça fait suite à la réussite des essais de l'onduleur de nouvelle génération à haut rendement qui a eu lieu il y a quelques mois, et la prochaine étape, c'est l'essai en chambre haute altitude, puis le début des vols à partir de 2023.
Il y a beaucoup de laboratoires qui sont associés, avec un site d'essai de moteurs qui devrait être opérationnel dans le courant de l'année aux États-Unis. Et Wright Electric, c'est pas n'importe qui, ils ont également des financements avec un fort soutien de la NASA, du ministère américain de l'énergie, de l'ARPAE, vous connaissez la DARPA qui développe les systèmes très avancés pour l'armée, là c'est l'ARPAE, c'est pour l'énergie, l'armée de terre, l'armée de l'air américaine, donc il y a beaucoup de gens qui y croient. Allez, 2032, on verra si on a des avions 196 100% électriques, en précisant quand même que l'électricité ne veut pas dire qu'on est forcément avec des batteries, ça peut être également avec une pile à combustible et une électricité qui viendrait du coup de la consommation d'hydrogène. On verra ça, en tout cas ça avance bien. Le côté militaire, pour la France, on a le système Mamba, qui est le système le plus récent qu'on puisse avoir, de défense solaire qui a été déployé en Jordanie. C'est un système qui est équipé de missiles Aster 30 qui vont à Mach 4,5 et qui a 100 km de portée, avec un déploiement qui a été fait pour valider la capacité du système hors de métropole et avec d'autres climats que ceux auxquels le système est habitué. Le Mamba, ça fait partie des capacités réservées au titre de l'échelon national d'urgence qui peuvent être déployées en ouverture de théâtre ou alors en renforcement, donc normalement on est sur des systèmes de réserve. Le déploiement à l'origine il n'était pas officiel, il n'était pas révélé, mais il a été identifié sur une photo sur le site de l'état-major des armées à l'occasion du passage du CEMA, donc du chef d'état-major des armées. Et ce déploiement il se fait dans la continuité d'un partenariat avec les pays de la région, dans lequel on avait déjà eu un système anti-drone qui avait été déployé en Jordanie, ainsi que le radar Giraffe, qui porte bien son nom pour améliorer la détection des drones en basse altitude, notamment en Arabie Saoudite, qui se fait attaquer par les Houthis avec des missiles de croisière et des drones, c'est du low cost, n'empêche que ça arrive à toucher au but. Et tout ça, ça rappelle l'importance d'avoir une défense aérienne qui permet aussi une supériorité aérienne pour pouvoir assurer les opérations au sol. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réellement de successeur prévu pour le système Crotale de nouvelle génération, qui maintenant commence à être un petit peu vieux malgré son nom, et on l'a vu très récemment dans les exercices qui ont eu lieu en Estonie. Il y avait seulement une défense solaire qui était assurée par les Britanniques avec des systèmes de défense très courte portée, et ça s'est conclu par de nombreuses pertes, en tout cas dans cet exercice. Heureusement, c'est du fictif, néanmoins, ça prouve encore une fois la pertinence et le fait qu'on soit obligé d'avoir toujours un système de défense solaire qui soit très efficace, à différentes hauteurs, très haute altitude, très longue distance, la très courte altitude, et puis maintenant les systèmes de drones, avec par exemple les rayons laser de destruction qui sont développés, qui commencent à être efficaces, mais on est quand même sur un besoin qui se renforce avec le temps. On arrive dans le spatial avec le rover Perseverance qui a réussi la collecte d'échantillons martiens. Ça fait partie de la mission Mars 2020, et donc il s'agit du 5e astromobile qui se trouve sur Mars. Il est arrivé le 18 février dernier, et la première chose qui a été la plus marquante, c'est les 13 vols pour son mini-hélicoptère Ingenuity qui a commencé le 19 avril. Et le 6 septembre, il a essayé de faire un premier carottage. Le problème, c'est que le stockage d'un échantillon qui est à peu près large comme un crayon, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout petit, n'a pas réussi. C'était un échec. Donc les ingénieurs de la NASA ont reparamétré le système, et c'est un grand soulagement, car non seulement le carottage a fonctionné, mais également les étapes du transfert dans le tube d'échantillonnage et le fait de le sceller d'une manière totalement hermétique sont des succès également. Donc maintenant, les prochaines étapes, c'est de collecter d'autres échantillons dans des roches différentes, plus molles, différentes couleurs, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit représentatif et que les chercheurs soient contents ensuite, puisque l'objectif ultime et l'ambition extrême de la mission, même si c'est moins spectaculaire pour l'instant que le petit drone qu'a volé, c'est de renvoyer les échantillons martiens sur Terre avec le projet Mars Sample Return qui doit aboutir en septembre 2031. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y avait un dossier énorme, très long, un dossier spécial sur la prise de l'Afghanistan par les forces spéciales en 2001, qui a été tellement long que j'ai décidé, en accord avec Air et Cosmos, d'en faire un article dédié, et donc on va avoir une vidéo spécialement dédiée aéroterrestre sur l'invasion de l'Afghanistan en 2001. On va pas revenir sur les attentats en eux-mêmes, mais par contre toute cette dimension aéroterrestre, le soutien aérien, le close air support, tous les moyens qui ont été engagés à l'époque, j'en avais au moins pour 10 minutes, donc on fera une vidéo dédiée, elle va arriver j'espère cette semaine. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, et j'espère que vous avez remarqué la différence de son depuis que j'ai un micro qui est accroché sur moi. À bientôt.